à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 de mes joueurs préférés passés par la Bundesliga. Alors c'est vrai que je n'ai encore absolument jamais fait ce type de format, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à me donner vos joueurs préférés qui sont passés par la Bundesliga. Alors évidemment quand on dit passer par la Bundesliga, c'est quand même avoir un minimum de carrière. Pour faire cette vidéo et pour sortir surtout un top 10, j'ai dû écrire tous ceux qui me passaient par la tête et je me suis retrouvé avec une trentaine de joueurs que j'ai dû classer ensuite. Faites-le pour vous éventuellement, c'est pas si évident que ça. Et donc forcément, avant de vous balancer comme ça mon top 10, j'ai quelques mentions honorables. Et quand je dis passer par la Bundesliga, je ne peux par exemple pas mettre Kevin De Bruyne, qui est passé une année au Werder Bremen, qui a aussi joué à Wolfsburg, que j'ai trouvé excellent lors de son passage en Bundesliga. Mais c'est vrai que pour le placer dans un top 10 ou pour que ce soit votre joueur préféré all-time de Bundesliga, je pense que c'est un peu compliqué vu qu'il a joué très peu en Bundes. Après, j'accepte totalement si c'est devenu votre joueur préféré lorsqu'il a joué dans un de ces deux clubs et que vous avez continué à le suivre à Manchester City, ça compte totalement. Évidemment, je suis de manière très assidue la Bundesliga depuis, on va dire, milieu des années 2000. Donc forcément, mes joueurs préférés, ça va être des joueurs qui m'ont impacté, que j'ai vu jouer en live. Je respecte énormément plein de légendes. Je pense à Gerd Müller ou Franz Beckenbauer. J'ai regardé énormément de clips de eux qui jouent au football. Mais même si je trouve ça incroyable par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve, ils ne sont pas dans le top 10. Parce que je ne les ai pas vus jouer en live. Donc c'est compliqué d'être émotionnellement attaché à ces joueurs autant que d'autres. Autre chose, pour ceux qui ne le savent éventuellement pas, je suis un énorme fan du Werder Bremen et du FC Bayern. La déco, elle n'est pas là pour rien. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai dû tirer un top 10... la grande majorité des joueurs viennent de ces deux clubs. Donc désolé si votre club n'est pas mentionné. Et voilà, la plupart de mes joueurs préférés viennent de ces deux clubs. Il y en a un ou deux qui ne viennent pas de là. En tout cas, si vous avez un joueur vraiment que vous adorez qui vient d'un des autres clubs, n'hésitez pas à me le dire. Surtout si c'est vraiment deep. Parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens aimer des joueurs qui ne sont pas assez reconnus par le public. Alors évidemment, on ne fait pas un top 10 sans avoir de critères. Je ne sais d'ailleurs absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, si ça va être genre 10 minutes ou 40. Je vais essayer de pas trop parler non plus. Dans ces critères, il y a évidemment une énorme subjectivité, c'est-à-dire c'est à l'appréciation de chacun. Mais j'ai aussi essayé de sortir des éléments qui m'ont fait vraiment kiffer lorsque ces joueurs-là ont joué au football. Et je précise aussi qu'il s'agit bien de Bundesliga, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a certains joueurs qui auront joué en équipe nationale et que si je faisais un classement de l'équipe nationale, peut-être qu'il serait plus bas ou plus haut en fonction d'eux. Là, je m'attarde seulement sur la Bundesliga. Enfin, la Bundesliga et ce qu'ils ont fait avec leur club plutôt. Et donc, on commence vraiment cette fois avec les mentions honorables. Évidemment, il fallait que je parle aussi du Werder Bremen en mention honorable. Et j'ai pensé tout de suite à Yohan Miku, qui était un joueur absolument exceptionnel avec le Werder Bremen. Il y a aussi un défenseur auquel je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit en général. De toute façon, les défenseurs en général, malheureusement, ils sont un peu mal aimés. Mertesacker avec le Werder Bremen, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et ensuite, à Arsenal, il était très très fort. Quelques joueurs du Bayern qui m'ont aussi énormément marqué dans les années 2010, c'était, on va dire, la charnière des 6 au FC Bayern avec Thiago Alcantara, qui est un des joueurs les plus techniques qui a existé tout simplement en Bundesliga, et Martinez qui était en double 6 avec Schweinsteiger à une époque. C'était absolument létal en défense, c'était trop fort et donc ces joueurs-là vraiment ils m'ont marqué. Dans les années 2000, pour ceux qui l'ont connu aussi, on avait Luca Toni qui était un Italien, un des seuls Italiens que j'apprécie d'ailleurs dans le football, qui avait une célébration absolument iconique. Et dans les joueurs qui ne sont ni du Werder Bremen ni du FC Bayern, on retrouve Robert Enke qui était le gardien de Hannover 96 à l'époque, qui m'avait vraiment marqué parce qu'il était juste trop fort. Et c'est vrai que toute l'histoire autour de ce joueur est quand même assez tragique. C'est pas pour ça que je l'aimais, mais c'est vrai que ça avait mis un sacré coup au moral le jour où on a appris qu'il s'est ôté la vie. C'était assez dur à vivre. Et là, on va limite arriver tout de suite sur le top 10 parce que le 11e, j'ai réfléchi entre lui et le 10e. Et donc pour moi, entre guillemets, en 11e place, s'il devait un peu avoir un 11,
ça serait Jakub Błaszczykowski, qui était un joueur du Borussia Dortmund, un Polonais qui jouait surtout milieu défensif et qui était tout simplement fabuleux. En tant que personne dans les interviews, déjà ça se voyait que c'était quelqu'un d'extrêmement aimable, que ce soit au sein de son vestiaire ou avec les fans. C'était quand même quelqu'un avec un énorme caractère et qui a posé pas mal de problèmes au FC Bayern à l'époque. En tout cas, Błaszczykowski au Borussia Dortmund, c'était vraiment un joueur que j'ai beaucoup apprécié regarder. Et c'est vrai que moi, les défenseurs un peu rugueux, j'aime bien. On arrive officiellement dans le top 10 et en 10e position, j'ai décidé de choisir Bastian Schweinsteiger. Alors oui, clairement, il y a beaucoup de joueurs que vous allez connaître certainement, mais c'est vrai que Schweinsteiger, qui est un de mes joueurs préférés all-time, si on prend la Bundesliga, ce n'est pas entre guillemets le joueur qui m'a le plus marqué. Malgré cela, ça reste quand même un 10e. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un joueur qui était l'un des tout meilleurs joueurs au monde. En 2011, pour moi, c'était même le meilleur milieu défensif et de très très loin, voire de très très loin, un des tout meilleurs joueurs du monde. On a quand même un acteur majeur de tous les titres du FC Bayern. Il est arrivé assez tôt dans les années 2000. Il est resté, je crois, jusqu'en 2015. Et Schweinsteiger a fait son dernier match avec le FC Bayern. C'était son 500e match tout pile. Et il l'a fait en finale de Ligue des Champions en 2013 lorsqu'ils ont battu le Borussia Dortmund. Et c'est vrai que juste ce moment-là m'a marqué. Quand j'ai réfléchi à faire ce top 10, j'ai très vite pensé à Bastian Schweinsteiger sur le principe que c'est un joueur qui m'a énormément marqué aussi au niveau du caractère. Niveau leader, c'est un des tout meilleurs qu'on ait eu. Et s'il n'y avait pas eu Philipp Lahm, il aurait été totalement le capitaine du FC Bayern. Et sans lui, clairement, le Bayern dans les années 2010, ça n'aurait pas été la même chose. Oui, il y a eu 2 finales ratées. Mais celle en 2013, heureusement qu'il est là. Si on va un peu plus loin, évidemment, avec l'équipe d'Allemagne en 2014, il est là aussi. Schweinsteiger, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire du FC Bayern et dans l'histoire du foot allemand. Et c'est vrai que moment très iconique avec lui, ça reste quand même en 2010 où tous les médias l'envoyaient lors du mercato d'été au Real Madrid, qu'il prend le micro devant absolument tout le stade du FC Bayern en fin de saison. Tout le monde le eut parce que tout le monde pense qu'il va annoncer son départ au Real Madrid et finalement il annonce sa prolongation de contrat avec le FC Bayern. C'était un moment extrêmement marquant et ce qui est un peu plus dommage, c'est quand même qu'il termine sa carrière, enfin qu'il continue en Europe après l'expérience du FC Bayern. Il part à Manchester United où ça ne s'est pas si bien passé. C'est vrai que Schweinsteiger à Manchester, j'ai eu vraiment du mal à m'y faire, mais bon voilà, Schweinsteiger top 10. On arrive sur un joueur qui n'a ni joué au Bayern, ni joué au Werder Bremen, qui a joué au Borussia Mönchengladbach et au Borussia Dortmund, c'est Marco Reus. Marco Reus, quand moi j'étais enfant, c'était une dinguerie absolue. J'ai vraiment en tête ce but qu'il met contre Mainz, là où il fait vraiment une course de je ne sais pas, de milieu de terrain, voire plus, où vraiment il va marquer un but solo face à Mainz en 2009. Et c'est vrai que quand on pense à sa saison 2011 avec le Borussia Mönchengladbach, où il met 18 buts, 12 passes décisives, voilà, à ce moment-là, Marco Reus, j'adorais son style de jeu et le voir arriver ensuite au Borussia Dortmund, c'était pas déconnant du tout. Vu que Dortmund ramenait avec le FC Bayern à cette époque-là les meilleurs joueurs de Bundesliga dans leur club, dommage qu'il n'ait pas choisi le FC Bayern, mais quand j'étais petit, j'ai appris plus tard que Marco Reus, le BVB, c'était tout simplement son club de formation. Donc je trouve la story encore plus folle. Marco Reus retrouve son club d'enfance où il a malheureusement pas gagné la Bundesliga. 7 fois, il finit 2e derrière le FC Bayern. C'est un joueur qui a raté 2 finales de Ligue des Champions, que ce soit en 2013 ou récemment face au Real Madrid. Donc voilà, c'est malheureusement un joueur qui est un loser incroyable. Il n'a pas gagné grand chose à part des DFB Pokal. C'est vrai que sa fidélité au Borussia Dortmund, alors qu'il aurait pu vraiment aller dans des meilleurs clubs, je trouve ça vraiment exemplaire. J'ai vraiment adoré le style de jeu de ce joueur. Et s'il n'avait pas eu autant de blessures dans sa carrière, parce que Marco Reus, malheureusement, là aussi, touché par les blessures, toutes les saisons, il y avait quelque chose, il aurait sûrement été beaucoup plus haut. En 8e position, on a un capitaine emblématique du FC Bayern. C'est Philipp Lahm, pour moi, tout simplement un des 3, voire 2 meilleurs latéraux de l'histoire. Et j'ai pas dit du Bayern, je parle bien de l'histoire. Philipp Lahm, à quel point il est sous-coté en tant que latéral, c'est une dinguerie. Mais bon, ça, on a l'habitude. De toute façon, les Allemands, ils sont souvent hyper sous-cotés par rapport à ce qu'ils montrent sur le terrain. Parce que l'Allemagne, c'est pas des grosses individualités, c'est une équipe. Mais dans cette équipe, il y a des grosses individualités et Philipp Lahm en faisait largement partie.
Ce que j'ai adoré avec ce joueur, c'est tout simplement sa manière de stopper les adversaires. Il est assez petit, Philippe Lahm, donc il se jetait rapidement par terre, mais se levait très vite et récupérer le ballon et commencer à courir alors que les adversaires n'avaient même pas compris qu'il avait récupéré la balle. Il était toujours hyper concentré. Évidemment, face à Cristiano Ronaldo, des fois c'était un peu compliqué, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Et pourtant, une anecdote que j'ai de Philippe Lahm qui m'a marqué, c'était pas avec le FC Bayern, là pour le coup c'était avec l'équipe d'Allemagne. C'est vraiment un jour où Ronaldo prend justement un coup franc avec le Portugal. L'Allemagne mène 4-0 et Ronaldo, alors que Philippe Lahm c'est le seul dans le mur, Philippe Lahm qui fait 1m65 je crois, Ronaldo lui tire dessus. Alors que Philippe Lahm était tout seul parce qu'il était tellement rentré dans sa tête pendant ce match que Ronaldo lui a carrément tiré dessus. Donc Philippe Lahm, il avait vraiment un ascendant psychologique énorme sur ses adversaires lors de toute sa carrière et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Quand on voit que Guardiola, il a voulu le faire jouer tout de suite en 6 en milieu défensif parce qu'il voulait que Philippe Lahm gère le jeu. Alors, il s'en sortait très bien, mais je préfère quand même Philippe Lahm en tant que latéral. C'est un des tout meilleurs à son poste de l'histoire. Et comme dit tout à l'heure, si Schweinsteiger n'était pas capitaine avec le FC Bayern, c'est tout simplement que Philippe Lahm a pris ce rôle et que c'était le meilleur pour ce poste. En 7e position, on a une légende du Werder Bremen et un très grand joueur du FC Bayern. Je parle de Claudio Pizarro. Pizarro, attaquant péruvien qui a commencé vraiment en Bundesliga à tout exploser avec le Werder Bremen. Il était tout simplement, avant Lewandowski, le joueur étranger avec le plus de buts marqués en Bundesliga. Donc ça montre un peu la carrière du bonhomme. Alors clairement, je ne suis pas en train de comparer Lewandowski à Pizarro parce que oui, Lewandowski est globalement meilleur. Mais c'est vrai que Pizarro amenait déjà un peu de fun dans son football. C'était quelqu'un d'assez peu orthodoxe de sa manière de jouer. Je veux dire, le nombre de dribbles qu'il a fait en passant la balle au-dessus de l'adversaire en début de carrière au Werder Bremen, c'était assez bizarre. C'était quelqu'un qui avait l'air d'être hyper fun en tant que personne, en tout cas dans les interviews, que ce soit lui ou que ce soit les coéquipiers du Werder Bremen ou du FC Bayern, c'était quelqu'un d'extrêmement apprécié et qui avait vraiment l'air hyper sympathique. Et quelque chose que j'aime beaucoup chez des joueurs comme ça, c'est aussi la longévité. Et c'est vrai que Pizarro, au niveau longévité, c'était absolument monumental. Donc voilà, pour moi, numéro 7 de mes joueurs préférés de Bundesliga. En place numéro 6, j'ai un peu triché. Je n'ai pas mis un joueur, mais 2 joueurs du FC Bayern, Ribéry et Robben, communément appelés Robéry. Alors clairement, les 2 joueurs, on peut les dissocier niveau footballistique. C'était pas exactement la même chose. Ribéry était capable de se prendre le ballon, dribbler de gauche à droite tous les adversaires avant de marquer. Alors que Robben, il allait dans son couloir droit, il rentrait ensuite avec son pied gauche, il faisait un ballon enroulé dans la lucarne, deuxième poteau, il n'y avait rien à faire, tout le monde savait ce qu'il allait faire et pourtant personne ne pouvait l'arrêter. Mais c'est vrai que ce duo Robéry, il est indissociable maintenant au niveau du foot du FC Bayern. Quand on pense Bayern des années 2015, on pense à Robéry. Clairement, au niveau appréciation des 2 joueurs, ils auraient pu être tellement plus hauts s'il y avait eu moins de blessures dans leur carrière. Robben et Ribéry, vraiment, je les adore. Et évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus iconique de ce duo que le fameux but contre Manchester United où Ribéry vraiment tire le corner, Robben le reprend en volée, marque. D'ailleurs, c'était un but hyper important pour la qualification en Ligue des Champions. Et le truc, c'est quand j'étais plus petit, quand je vois Ribéry et Robben faire ça, à un moment donné, encore aujourd'hui, parfois j'ai ce réflexe de me dire pourquoi les joueurs ne tentent pas plus ce combo-là. Parce que sincèrement, dans la technique footballistique, je suis sûr qu'une passe en dehors de la zone de réparation du gardien et tirée direct, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut être technique de fou. Et eux, ils ont rendu ça tellement simple, en tout cas ça a l'air tellement facile quand ils le font, qu'on se dit pourquoi les joueurs ne le font pas encore aujourd'hui. On arrive dans le top 5. Et là, forcément, l'émotion a un peu pris le dessus et j'ai donc décidé de choisir Füllkrug. Füllkrug, je pense clairement qu'on peut maintenant l'associer en tant que légende du Werder Bremen. C'est quelqu'un qui fait partie de ce Werder très compliqué des années 2010 où ça devenait de plus en plus galère, qui a descendu avec le Werder Bremen et qui est, malgré la descente, resté à Bremen, qui les a aidés à remonter et qui est carrément devenu meilleur buteur de Bundesliga avec ce Werder Bremen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis extrêmement fan de cette équipe, c'est mon club de cœur. J'ai vu ce club descendre, j'ai vu un gars les aider à remonter et à devenir meilleur buteur de Bundesliga avec ce club. Forcément, ça rentre dans le top 5. Et pourquoi c'est pas plus haut ? C'est vrai que le fait qu'il parte à Dortmund, je le comprends totalement. Il voulait continuer à jouer en équipe d'Allemagne et il fallait step up au niveau du club. Mais c'est vrai que voir Füllkrug en noir et jaune,
C'était bizarre. Évidemment, il y a aussi le côté blessure, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais plus vous êtes blessé, moins vous jouez, forcément moins vous êtes haut. Füllkrug, il s'est énormément blessé lors de sa carrière. Là, actuellement, il est en première ligue, il n'a pas non plus fait une saison de fou parce que les blessures. Et d'après moi, c'est un joueur qui mérite énormément de respect pour sa carrière, pour ce qu'il a accompli avec le Werder Bremen, même ce qu'il a fait avec le Borussia Dortmund. Il était quand même, il n'y a encore pas si longtemps, en finale de Ligue des Champions. Voilà, Ligue 2 allemande, finale de Ligue des Champions en espace de 3-4 ans. C'est absolument dingue. Et j'espère sincèrement qu'il terminera sa carrière en Bundesliga. Je vois des rumeurs autour de Francfort. Bon, j'avoue que j'espère pas le voir sous le maillot de Francfort, mais je préfère encore qu'il soit là-bas qu'en première ligue où on le voit absolument pas jouer. Quatrième position, j'ai décidé de choisir le meilleur gardien de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Manuel Neuer. Alors clairement, Manuel Neuer, quand j'ai fait ce top, le sortir du podium, ça m'a fait vraiment du mal et j'étais en gros doute avec le troisième qui arrive juste après. Je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire toute la carrière de Manuel Neuer, quelqu'un qui a totalement révolutionné son poste, qui a créé le poste de libéraux en tant que gardien. Le jeu au pied, si les gardiens on leur demande d'être aussi bons aujourd'hui, c'est à cause de Manuel Neuer qui sortait tout le temps de ses cages. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le début de carrière de Neuer, parce que là où j'ai commencé à l'aimer, c'était vraiment pas à Munich, c'était déjà à Schalke avant. Dans mon esprit d'enfant, les deux meilleures performances de l'histoire de Manuel Neuer ne sont pas au Bayern, mais sont à Schalke. Je me souviens des matchs contre Porto qu'il avait fait en Ligue des Champions et contre Manchester United. Alors je crois que Porto, c'est assez unanime que les gens trouvent qu'il a été exceptionnel ce jour-là. D'ailleurs dans les médias, je crois que c'est un des seuls gardiens à avoir la note de 10 sur 10. Mais contre Manchester, j'ai rarement vu un gardien tenir son équipe aussi fort. L'équipe de Schalke 04 perdra ce match 2-0. Sans Neuer, sincèrement, je pense qu'il y a 6, 7 ou 8 buts pour Man U qui a été d'une dominance rare. Mais c'est simple, ce jour-là, passer Manuel Neuer, c'était absolument impossible. Quand on voit que pour le meilleur entraîneur de l'histoire, Ferguson, qui n'est plus entraîneur depuis quelques années maintenant, dit en conférence de presse après le match que son objectif c'est d'avoir Neuer dans les buts, alors que Man U à l'époque, c'était pas mauvais. Hein, c'est pas le Man U d'aujourd'hui qui vraiment sent très mauvais. Ferguson voulait Manuel Neuer et c'était normal quand on voit la perf. Là où on a eu de la chance, c'est que début des années 2010, il y avait encore cette fameuse fidélité entre guillemets des joueurs allemands qui voulaient jouer dans le meilleur club allemand qu'est le FC Bayern. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais c'est ce qui a permis à Neuer d'être le gardien du FC Bayern maintenant depuis je crois plus de 15 ans, qui est vraiment au Bayern devenu le monstre qu'il devait devenir, en tout cas de ce qu'on avait vu à Schalke. Neuer, c'était des performances de fou, pas spécialement aimé par le public, hein. On se souvient quand même des scandales qu'il y avait eu, parce que les fans du Bayern ne voulaient pas que Neuer vienne. Je ne sais plus pourquoi, j'avoue, il faudrait que je me renseigne sur ce scandale où vraiment on avait les fans du Bayern qui étaient contre l'arrivée de Neuer, où ils ont dû faire vraiment une pub monstrueuse, le FC Bayern, pour qu'il soit accepté par les fans. Et aujourd'hui, le fait qu'il parte, ça rend tout le monde triste. Je veux dire, l'année prochaine, c'est la dernière année de Neuer, sûrement en Bundesliga en fait. C'est waouh, c'est dingue. Et on arrive sur le podium. Et le joueur avec qui j'ai le plus hésité entre Neuer et lui, c'est un no-name pour 98% des gens qui suivent, je pense même de manière assidue, le foot, c'est Tim Borowski. Tim Borowski, milieu de terrain, qui a gagné le DFB Pokal, qui a gagné la Bundesliga avec le Werder Bremen début des années 2000. Et alors là, c'est totalement inexplicable pourquoi j'aime autant ce joueur. Parce que jusqu'à maintenant, je pouvais vous dire pourquoi j'aimais la plupart des joueurs. Tim Borowski, c'est simple. J'ai commencé à regarder le Werder Bremen en tant qu'enfant. J'ai fait une fixette sur ce joueur. Parce que quand j'étais gosse, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était les joueurs qui faisaient des superbes passes et qui avaient une bonne vision de jeu. Et Borowski, c'était vraiment son point fort. C'était la vision de jeu et les passes. Et donc, je trouvais son jeu juste spectaculaire. Alors que c'est vrai que mettre Tim Borowski et spectaculaire dans la même phrase, je pense que je suis le seul à réussir à faire ça. Donc, encore aujourd'hui, je trouve ça inexplicable. Parce que j'aime toujours autant ce joueur. J'ai évidemment des souvenirs de matchs. D'ailleurs, il avait aussi joué une année pour le FC Bayern. Il était quand même assez bon au point d'être appelé en équipe d'Allemagne et qu'il a fait une saison au FC Bayern. Malheureusement, lui aussi, les blessures lui ont coûté un peu sa fin de carrière parce qu'il a arrêté début des années 2010. Mais voilà, Tim Borowski, c'était une vision de jeu hors norme, un QI monstre. Et j'adore ce joueur encore aujourd'hui. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que
je pense que je suis le seul fan de Tim Borowski en France. Et évidemment, cette vidéo, elle n'est pas que là pour donner mes 10 joueurs préférés de Bundesliga. Si vous n'en connaissez pas certains ou si vous avez le nom de certains et que vous n'avez pas forcément des actions en tête, tapez des choses sur des plateformes pour trouver des mixtapes de ces joueurs. Je suis sûr qu'il y en a plein de sympas à regarder. Borowski, peut-être que ça se trouve. En tout cas, moi, j'ai trouvé encore des extraits de matchs de lui et je trouve ça toujours super de pouvoir revoir des anciens matchs. En place numéro 2, un joueur qui va quitter la Bundesliga très prochainement, c'est Thomas Müller. Alors, pourquoi Thomas Müller est en 2, Manuel Neuer est en 4 ? Parce que c'est simple, j'ai aussi très vite pensé à ces joueurs-là quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Et là, je me suis dit, qui c'est qui t'impacte le plus lors de son départ? Est-ce que c'est Neuer ou est-ce que c'est Müller? Et clairement, Müller, ça me fait plus mal que Manuel Neuer. Évidemment, l'histoire de fidélité à son club, c'est-à-dire depuis tout petit, Thomas Müller est fan du FC Bayern, c'est un Bavarois, il adore ce club, il est une icône absolument dingue du FC Bayern. Et c'est assez rare, en tout cas, je trouve qu'au foot, c'est compliqué d'associer un visage à un club. On a évidemment Totti avec l'AS Rome. Et c'est vrai que quand on pense FC Bayern, désolé, c'est Thomas Müller. Et être l'icône, la tête du FC Bayern, qui est top 5, allez, pour rester gentil, des meilleurs clubs de l'histoire, on ne se rend pas compte de la dinguerie du mec. C'est le joueur le plus sous-coté de l'histoire de l'humanité pour moi. Voilà, c'est dit. Il a un style de jeu totalement atypique. Je le disais avant avec Borowski, c'est pas un énorme buteur, même s'il a mis de très beaux buts, mais sa vision de jeu, elle est absolument spectaculaire. Les une touche de balle, pour moi, Thomas Müller, c'est une touche de balle. Il reçoit un ballon, il ne la garde jamais au pied, il va trouver directement la passe pour Lewandowski à l'époque, pour Mandzukic, pour ces mecs-là, pour Mario Gomez, pour essayer de trouver la faille. Müller, c'est quelle carrière? Je pense qu'on se rend toujours pas compte de l'impact que a Müller sur le foot allemand en général. J'espère que l'année prochaine, il refasse une ou deux piges dans un autre pays et qu'ensuite il revienne dans le staff du FC Bayern. C'est quelqu'un qui doit encore bosser pour ce club. C'est une icône absolue. C'est numéro 2 dans mon classement. On arrive à mon joueur préféré de Bundesliga all-time. Évidemment, c'est un joueur du Werder Bremen. Je parlais de spectacle, de vision de jeu, de passes incroyables. J'adore la technique, j'adore les joueurs techniques. Diego au Werder Bremen dans les années 2000. Diego Ribas a joué de 2006 à 2009 au Werder Bremen. Et c'est simple, pendant cette période-là, pour moi, c'est le meilleur joueur de Bundesliga que la Bundesliga ait eu dans cette période et un des tout meilleurs qu'on ait eu dans l'histoire de la Bundes. Je ne parle évidemment pas de trophées, je ne parle pas de scoring, je parle tout simplement de techniquement. À part lui, après on a eu Thiago Alcantara avec le FC Bayern et on a peut-être actuellement Jamal Musiala qui pour moi est encore en dessous de ces deux mecs-là. Mais Diego, dans les années 2000, je pense qu'on n'a jamais eu un joueur aussi technique en Bundesliga. Tout à l'heure, je parlais de regarder des mixtapes ou des highlights. Allez regarder des mixtapes de Diego. Le gars faisait des passes avec son dos et avec ses hanches. Juste ça, Diego faisait des passes avec ses hanches. À quel moment? La roulette de Zizou, c'était la base. La virgule, c'était la base. Vraiment, on avait le prototype brésilien, parce que Diego est brésilien pour ceux qui ne le savent pas, qui est arrivé en Bundesliga et qui a tout cassé. Ce n'est absolument pas le style de jeu de la Bundesliga. Et lui, il est arrivé et il a vraiment cassé tous les codes. C'est vraiment à ce moment-là, on s'est dit, on peut avoir des joueurs hyper techniques en Bundesliga. C'est pas juste des grosses brutes qui viennent taper des tirs de 40 mètres pour mettre des caisses. Non, Diego, c'était tout en finesse. Des passes de l'extérieur du pied, des passes avec le dos, des dribbles où il en dribble 5 ou 6 d'un coup. Voilà, Diego sur 3 ans a été absolument incroyable avec le Werder Bremen. Je trouve ça tellement dommage qu'il se soit enterré à l'Atlético Madrid après. Parce que vu son style de jeu, c'était pas l'Atlético où il fallait aller. Parce que l'Atlético, c'est plus des défenseurs, etc. C'est vrai qu'en Espagne, ça peut s'entendre qu'il s'éclate plus, mais pas l'Atlético, quoi. En plus, il a très récemment eu son match d'adieu avec le Werder Bremen. C'était fou, j'ai adoré cette période. Pour moi, c'est le joueur qui m'a fait le plus rêver. Évidemment, en tant qu'enfant, en plus voir ce type de joueur dans son équipe préférée,
on en prend plein les yeux. Et alors la doublette Temborowski et Diego, moi c'est bon, j'étais comme un fou, le Werder Bremen. À ce moment-là, je me suis dit c'est mon club préféré et ça ne changera jamais. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué et on n'a plus trop les mêmes types d'individualités, faut dire ce qui est. C'est le moment de faire le petit résumé de cette vidéo. On a donc en 10e position Schweinsteiger, en 9e Marco Reus, en 8 Philipp Lahm, en 7 Claudio Pizarro, en 6 le duo Robéry, en 5 Füllkrug, en 4 Manuel Neuer, en 3 Temborowski, en 2 Thomas Müller et en 1 Diego Ribas. Évidemment, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus!